Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, il sera question du futur de l'e-sport avec un invité très spécial. Nous reviendrons aussi sur les événements et les objets marquants du CES 2016 qui se tenait bien entendu à Las Vegas. Mais on commence tout de suite avec des prévisions, des perspectives sur l'année 2016. L'année 2016 va être riche encore en événements geeks entre les films Marvel, Star Wars qui vont arriver, en jeux vidéo avec la réalité virtuelle qui devra s'imposer, une nouvelle console Nintendo et bien sûr plein d'autres choses, plein de nouveaux jeux, plein de nouvelles belles choses à voir. Mais avant tout ça, je vais présenter notre invité qui est là pour parler de ça avec nous, qui est Corbier de Millennium. Bonjour à tous. Comment vas-tu Corbier ? Ça va, merci de m'avoir invité, c'est très sympathique. Avec plaisir, je te souhaite une bonne année, on vous souhaite aussi à tous une bonne année 2016. Bonne et année. Évidemment, Erwan était aussi la partie. Et je crois qu'Erwan, tu as, avant qu'on se disperse sur tout ce qui va se passer dans l'année 2016, quelques infos à nous fournir sur l'année 2016 d'IGN plus particulièrement. Bah oui, c'est IGN France 2016. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? En fait, la grosse nouvelle, c'est que Emmerich nous a quittés. Voilà. Il a juste changé de poste. Il change de poste. Il est passé du côté obscur quand même. Média. On laissera voir s'il revient ici en tant qu'invité. J'espère bien d'ailleurs pouvoir l'inviter. Mais on ne le reverra pas, en tout cas sur IGN dans les news. On va avoir un remplaçant qui débarque la semaine prochaine. Voilà, que vous découvrirez teasing la semaine prochaine, un nouveau visage dans l'équipe d'IGN. Et Erwan donc qui est passé rédacteur en chef. Ça change pas grand-chose, mais en tout cas on va parler plus de tech. On va essayer de développer un peu les mangas, l'animé comme on l'a fait, mais un peu plus. Et puis pour tout le reste, ça reste pareil. On va continuer à balancer des news, à balancer des articles, à faire notre émission. Et puis si vous avez des idées et des demandes à nous faire, vous avez le Twitter qui est @IGNFra bien sûr, et puis vous avez aussi la page Facebook sur laquelle vous pouvez interagir avec nous. Vous le savez, la volonté d'IGN aussi, c'est de parler de tout le panel geek, donc comme le disait Erwan, que ce soit de l'animation, du manga, du jeu vidéo, du cinéma et plein d'autres choses, et peut-être aussi ça fait beaucoup de trucs. Et ça fait beaucoup de choses, et peut-être aussi de l'e-sport. Alors je ne sais pas si c'est une des perspectives, une des choses qui t'intéresse en 2016, Corbier, mais qu'est-ce que tu attends, toi ? Qu'est-ce qui est le fait marquant qui à ton sens, pour l'année 2016 ? Je me limite au champ vidéoludique. Okay. Le jeu vidéo, notre cœur de métier. Moi, pour 2016, comme pour toutes les années, j'attends le jeu qui n'existera pas. Tu sais, le jeu qui va me rappeler la magie de mon enfance. Et le jeu... J'attends qu'un gros studio mette de la thune pour Frédéric Reynal. D'accord. Et lui dise Coco, vas-y, éclate-toi, fais-nous un jeu, fais-nous rêver. Alors, on sait qu'il développe déjà quelque chose en indépendant, indé, un survival. J'ai pas encore pu le tester. Je crois que je vais m'abonner à son truc et je vais payer pour tester la bêta, je crois. J'attends de voir ce que c'est. Ça m'a l'air très très bien. J'ai vu pas mal de vidéos, ça a l'air vraiment cool. Mais j'attends qu'on laisse à des vrais créatifs et des vrais artistes du pognon pour qu'ils fassent un petit peu, qu'ils nous fassent rêver, quoi. Il y a quand même des belles choses qui arrivent. On sait que Michel Ancel, par exemple, a un prochain jeu exclusivité PS4 qui s'appelle Wild, donc qui semble être un projet qui lui tient à cœur et qui est vraiment assez personnel. On sait que Hideo Kojima a trouvé sa liberté depuis qu'il n'est plus chez Konami avec de nouveaux Kojima Prod, donc on peut imaginer que de nouveaux jeux d'auteur vont arriver en 2016. Il y a des trucs vachement sympas. Il y a XCOM 2, moi j'attends XCOM 2 qui arrive là le 5 février, et là on voit que Touquet a mis de la thune dans un jeu qui est quand même hardcore et normalement de niche, donc c'est cool de voir des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai que pour le reste c'est un peu flou. XCOM 2, alors page publicitaire, on va faire un traitement vraiment expert sur Millennium. Okay. On a déjà préparé toute une série de guides et de trucs, donc ça on va envoyer du lourd sur XCOM 2. Et il y en aura besoin, parce que moi j'ai joué et il va être encore plus dur que le 1 et ça va être vraiment génial. Iron Man, bien sûr. Au-delà des jeux, il y a quand même deux événements majeurs à mon sens dans le milieu du jeu vidéo. C'est la réalité virtuelle. On a eu là le prix de l'Oculus Rift qui est tombé. Ça a un peu stupéfait tout le monde. Alors au total, avec les frais de port et tout, c'est 741 € quand on est en France pour l'acheter.
On parlait beaucoup de 2016, l'année de la réalité virtuelle, avec le casque Vive de Steam qui doit encore arriver, le PlayStation VR de Sony. Est-ce que vous pensez que 2016 sera finalement l'année de la réalité virtuelle, ou est-ce que là on a un premier ralentissement à cause de ce prix quand même élevé pour le pas trop Oculus. un ralentissement, ça va être quand même l'année de la réalité virtuelle, mais Tu pas penses, pour tout ouais. le monde. D'accord. Voilà. Je pense qu'il y a suffisamment de joueurs et de gens passionnés Et qui fortuné. sont suffisamment fortunés pour lancer le truc. Ouais. Et embarquer les autres derrière, parce que de toute façon ça va faire rêver. Et puis il y a aussi toute la gamme mobile, donc avec le Samsung Gear, et puis il suffit d'avoir un carton pour À des profiter de prix certains beaucoup trucs. plus abordables. Ouais. Ça peut déjà au moins faire une offre pour le grand public. Alors qu'on sait que Et puis, déjà il reste aussi PlayStation VR à découvrir le Bien prix, sûr. tout ça. Quoi. il y a vraiment une carte à jouer, et on sait que malgré le prix élevé, visiblement les gens ont quand même répondu positivement, parce que les livraisons devaient être effectuées en mars, finalement elles sont reportées à mai, donc ça veut dire quand même il y a un succès. Toi Corbier, c'est quelque chose qui t'intéresse ou Oui, pas? ça m'intéresse comme suite logique, comme développement technologique logique qui va avec le jeu vidéo pour accroître l'immersion tout simplement. Ouais. Là, ce qui m'a fait tiquer, c'est le taux de conversion un petit peu particulier Ouais, entre non, le c'est prix hallucinant. Ouais. entre le prix aux États-Unis et le prix en Europe, 599 aux États-Unis en dollars. Ouais. et qui se transforme avec frais de port en 749 ou 41 euros, je sais plus, en Europe. Ouais. Ce qui, on nous prend un peu pour des glands là-dessus, Ouais, mais tout à fait. ça, on est habitué. Voilà. C'est un peu violent. Et puis le problème de base aussi, c'était que la communication était très mauvaise. Et donc tout le monde s'attendait à du 300-400 Un max. prix Quoi, moins et élevé. du coup, c'est la douche froide. Mais la tech derrière vaut les 700. Quoi. Bah, surtout que c'est ce que disait, il essayait de se justifier, le PDG d'Oculus, après les mauvais retours sur les réseaux sociaux, expliquant que la réalité virtuelle ça coûte très cher, et qu'en gros ils allaient pas se faire d'argent sur ces casques de réalité à un tel prix. Bon, je ne sais pas combien coûte la réalité virtuelle. Je dis mais en tout 2016, cas, elle est l'année un de la peu réalité virtuelle, mais pas l'année du portefeuille. Voilà. On aura aussi une année de transition pour Nintendo, qui va lancer donc sa nouvelle console NX après le semi-échec de la Wii U. On sait que c'est un tournant aussi vers le mobile qui est en train d'emprunter Nintendo. On a eu des premières rumeurs de consoles hybrides. Est-ce que vous pensez que Nintendo peut revenir dans la bagarre face à PlayStation et à Microsoft? Tant qu'ils ont Mario, Super Mario, les cartes et les Smash Bros, oui, bien sûr, ils peuvent toujours revenir. Il n'y a pas de souci. Ça leur marchera encore comme d'habitude avec la NX comme avec les consoles d'avant. Donc, Et Oui, ils ont un moyen de jouer sur leurs produits d'appel, les poids lourds, les licences qu'ils ont développées. Ça devrait marcher normalement. D'accord. Et enfin, passons un peu au ciné, aux séries rapidement. Tout de suite là, est-ce qu'il y a un film en 2016 où vous dites je l'attends? On a évidemment entendu en 2015 toute l'année le Star Wars 7. Est-ce qu'il y a une production qui vous fait le même effet? moi, j'attends Deadpool. Ouais. Et ensuite, c'est vrai produit que par la Fox, ouais. pour les films de super-héros et de ce genre, maintenant, je les prends au fur et à mesure qu'ils viennent, un petit peu comme des séries ou des feuilletons télé, quoi. On sait que ça va être... maintenant que ouais, ça va être une grosse année là. On a Civil War qui arrive au printemps. Dans la foulée, il y a Batman vs Superman avec du coup DC Comics qui pose un peu les bases de son univers étendu. Ça va être intéressant de voir ça, et un nouveau Star Wars spin-off à la fin de l'année. Ouais, alors moi je suis pas du tout Star Wars. En gros, dans les blockbusters geeks que j'attends, il y en a un seul, c'est le prochain X-Men. Ouais, Dans X-Men la bande-annonce, Apocalypse, ouais. Dans la bande-annonce m'a vraiment impressionné. Bon, très bien. Ok, on aura l'occasion de voir tout ça en 2016. Mais en attendant, vu qu'on a Corbier avec nous, on va en profiter pour parler de l'e-sport. La MLG qui est rachetée par Activision, tous les groupes majeurs du jeu vidéo qui maintenant ont une division liée à l'e-sport. Voilà, là ça y est, tout le monde a compris qu'il fallait s'engouffrer dans la brèche, qu'il y avait un vrai public, un vrai marché à prendre, et donc on a voulu convier Corbier pour nous faire Corbier, c'est notre. Ce Corbier, c'est notre qui nous a ramené un dossier, mais alors là, attention, on se croira à la Kojip, c'est magnifique. Et du coup, on voulait faire un petit peu le point sur l'année 2015 en termes d'e-sport, et savoir ce qui nous attendait en 2016. Corbier, comment envisages-tu, toi, cette année qui arrive là? Ça va être la suite logique de ce qu'on a vécu depuis quelques années, avec une concentration au niveau économique des gros acteurs. Ouais. On va voir de plus en plus de rachats, on va voir de plus en plus de projets qui vont se monter avec, je pense, initiés par des grands groupes médias qui vont s'intéresser de plus en plus aux jeux vidéo en compétition.
C'est la suite logique de ce qu'on vit depuis quelques années avec le développement de l'Internet, le taux d'accès à l'Internet dans les foyers qui augmente. En même temps, l'usage même de l'Internet a changé dans le sens où les vidéonautes sont de plus en plus nombreux, les gens qui consomment de la vidéo sur Internet, donc les revenus publicitaires ont pu augmenter, etc., etc. Ça a créé un cercle vertueux, ce qui fait que globalement, actuellement, la compétition de jeux vidéo sur certains supports est vraiment devenue limite mainstream. Voilà. D'accord. Ce qui fait que ça intéresse vraiment les gros annonceurs. Avec des titres phares, on pense évidemment tout de suite à League of Legends. Ouais, mais pas que. Voilà, Pas justement. que. Est-ce que ça va un peu être bouleversé tout ça Bouleversé, non. Ça, c'est très difficile de prévoir les jeux qui vont marcher au niveau e-sport. C'est pas... Et puis chacun voit l'e-sport à sa porte, dans le sens où un spécialiste de Call of Duty va voir l'e-sport console comme principal moteur de l'e-sport à travers le monde. Un mec sur Hearthstone verra la chose de manière différente. Mais les grosses manifestations, malgré tout, ça reste sur des jeux comme League of Legends. On n'a pas encore de... C'est ce qui truste un peu tout, quoi. Du StarCraft 2 aussi. Ça dépend des continents, tu vois. La MLG, justement, parce qu'on en parle, c'est un vieux réseau de circuits pro aux États-Unis. Leur truc principal, ça a été pendant longtemps l'e-sport console, que ce soit sur Halo, Call of Duty, etc. Eux, c'était plutôt une approche console. Nous, en Europe occidentale, on a plus une approche PC. Ouais. Et est-ce que les gros organisateurs d'événements s'intéressent un petit peu aux petits jeux qui émergent et qui sont ultra compétitifs, comme Rocket League qui a fait tout d'un coup, qui a explosé? Est-ce que ces jeux-là ont une chance de rentrer dans les grosses compétitions, d'être visibles dans le gros e-sport grand public? Ça dépend vraiment de comment réagit le public du jeu à l'approche compétitive que lui offre le jeu. Là, ce jeu-là, donc le jeu de voiture et de foot en même temps, Rocket League, ça marche pas des masses. Le SL fait quelques lignes en ligne dessus, mais ça marche pas des masses, non. Okay. Il faut un jeu qui soit compétitif, amusant, mais aussi qui soit amusant à regarder en gros. Oui, il y a une approche entertainment qui est extrêmement importante, ne serait-ce que Hearthstone, tu vois, c'est ce que j'appelle no offense l'e-sport mou, tu vois, c'est Blizzard qui a inventé l'e-sport mou, c'est un e-sport où ton voisin de palier peut devenir en 6 mois champion du monde. Ouais, d'accord. Voilà, Hearthstone permet ça. Parce que le jeu est pas mal hasardeux, parce qu'il y a ce qu'on appelle la RNG, parce que la méta est pas si profonde que ça. Voilà. C'est dans le même style que Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, où vraiment c'est... Qui est très accessible finalement. Très tout accessible, le monde peut jouer à avoir un sur niveau. le jeu en équipe et pas du tout sur les mécaniques individuelles. Et ça ne met pas du tout en avant les performances personnelles du joueur. Donc est-ce que tu mets Overwatch là-dedans aussi? Ça va être comme ça ou... Overwatch, on attend de voir les modes qu'ils vont développer, mais oui, ça sera sûrement dans la même veine, je pense. Ok. On sait qu'en 2016, il y a l'Euro de foot au mois de juin. Est-ce qu'il y a des grosses échéances, là, des grosses compétitions déjà en 2016 qu'il faut attendre, et aussi qui pourraient être une occasion de briller pour les équipes françaises? On sait qu'il y a une victoire française face aux Coréens ces dernières semaines, là, ces derniers jours, et visiblement l'Europe a de plus en plus de poids dans les compétitions. C'est double cocorico dans le sens où l'E-Nation War, c'est quand même une compétition organisée par Eurogaming, donc qui sont des copains. Voilà, des copains qui ont fait beaucoup pour l'e-sport et notamment pour l'e-sport StarCraft en France. Et donc c'est un affrontement d'équipe nationale et nos Français sont arrivés en finale contre les Coréens et ils les ont one shot. Voilà. Ce qui était encore un peu impossible il y a quelques années. Ça semblait pas atteignable. Il est peut-être 6h du matin pour les Coréens. Voilà. Ils se reproduisent. Ils venaient juste de se lever. Et donc s'il y avait des compétitions à retenir pour 2016, des gros événements, est-ce qu'il y a déjà des trucs de prévus, des trucs à suivre? Ouais, ça recommence là dans quelques jours, notamment les LCS, c'est-à-dire la Champions League européenne sur League of Legends. D'accord. C'est le gros de notre traitement e-sport sur Millennium, c'est vraiment le truc à ne pas rater. D'accord. Et c'est super intéressant, c'est toutes les semaines. Ok, très bien. Bah écoute, on sera au rendez-vous sur Millennium. Bien sûr. Je veux savoir si un joueur maintenant, comment il fait pour devenir pro gamer, pour rentrer dans l'e-sport, qu'est-ce qui doit aller voir en fait, qui doit contacter? Il doit se faire tout seul. La principale qualité d'un joueur de haut niveau de jeux vidéo, c'est qu'il doit jouer beaucoup. Ajouté à cela, il doit avoir le talent. Et en plus, pour percer, il doit avoir
une petite approche de la communication. Voilà. Faut ces 3 mamelles. Et Faut savoir se vendre. Ça, voilà. Une fois que tu as ça, tu peux espérer quelque chose. Ok, très bien. Bon, bah écoute, sur ces bons conseils de Maître Corbier, on va donc passer à la dernière rubrique consacrée au CES de Las Vegas. Cette année encore, dans la ville du vice, se tenait le CES, le grand rendez-vous des nouvelles technologies. On a pu voir de nombreuses tendances se dégager avec des acteurs très divers, hein, entre les drones, entre Netflix, entre les voitures électriques. Il y avait plein de choses à voir. Et les frigos, dont tu vas nous parler juste après. Erwan, toi, si tu avais vraiment une tendance à dégager de ce CES 2016, quelque chose qui t'a marqué, qu'est-ce que ce serait ? Bah, c'est beaucoup de gadgets, rien qui fasse vraiment rêver, qui soit super high-tech et impressionnant. C'est surtout plein de petits gadgets, des trucs connectés, c'est voilà, plein d'objets connectés qui se multiplient parce que grâce au mobile et la plateforme mobile qui permet de les contrôler, parce qu'avant il y avait des objets connectés, les maisons intelligentes c'est pas nouveau, sauf que même si tu avais le net, tu n'avais pas une plateforme pour utiliser ces objets connectés qui soit pratique. Il y avait juste le PC ou un truc comme ça. Maintenant que les apps se généralisent, on peut utiliser ces objets plus facilement. Alors on a vu le thermomètre connecté, le sextoy connecté, le test de grossesse connecté. Et je pense que les créateurs de ces objets ont bien compris que les gens aient de la thune à dépenser. Ceux qui achètent aussi de la réalité virtuelle à 700 boules. Et ils ont dit que ça allait coûter cher. Voilà. Donc c'est connecté. Souvent, c'est des applications qui sont légèrement plus utiles que l'objet normal. Et ça coûte 3 fois plus cher. Donc, oui, on a vu le thermomètre là qui permet juste en pointant une seconde d'avoir la température, d'avoir toutes les données. Déjà, quoi. Et c'est vendu $100, je crois, c'est ça ? Voilà, c'est 3 fois plus cher qu'un thermomètre frontal, sauf que tu as ton application avec un suivi. Donc c'est des objets de niche, quoi. C'est des trucs de téléachat qui sont pas forcément des arnaques, mais qui vont être utilisés par une poignée de gens, qui vont être vraiment utiles à une poignée de gens. Et pour ceux qui aiment aussi les gadgets et les trucs geeks, on n'a pas le sentiment en effet qu'il y a encore une technologie qui s'adresse au grand public et qui va un peu tout bouleverser, tout rénover, sauf peut-être un objet dont va nous parler Corbier. Le frigo qui s'ouvre tout seul. Incroyable. Le frigo voilà ce qui nous manquait. Vocale, l'indispensable quand tu rentres de soirée, que tu es pas très frais. Ouais. Hein, une bière. Et là, ton frigo s'ouvre. Toi qui aimais même faire la cuisine, des fois tu as les mains prises et tout machin. Frigo, ouvre-toi. Mais si tu as la main prise, de toute façon, tu peux rien faire. Faudrait juste que la crème fraîche se sorte toute seule. Dedans. Oui. Donc il y avait ça. J'ai vu aussi le drone capable de transporter une personne. Ouais. D'accord. Assez sympa. Sauf qu'il marche pas, mais. Il marche pas. Bah, il est pas encore au point, donc ils l'ont montré, mais c'est un drone chinois. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de truc d'essai. En plus, avant sachant qu'il faut il faut des autorisations, ne serait-ce que pour les drones qui livrent des colis et tout. Ça, c'est le seul truc qui fasse effectivement rêver du CES, sauf que bon, voilà. Ça me peut encore tout de suite, quoi. Ouais, moi j'ai retenu quand même, je m'intéresse un peu à l'écologie, enfin une voiture électrique un peu plus démocratisée qui est vendue à 7000, c'est l'équivalent de 7000 €, je crois, pour une voiture électrique, et surtout qui a des performances. Alors c'est le rapport 200 miles à l'heure, je sais pas combien ça fait en kilomètres, mais bon, en gros c'est une voiture qui avance, qui a de l'autonomie et qui est un peu moins chère. Et on voit que de plus en plus de constructeurs automobiles vraiment maintenant se mettent dans ce segment de la voiture propre. C'est plus quelque chose qui est marginal. On est sorti des concept cars, c'est des voitures qui vont être commercialisées de plus en plus. On avait évidemment les hybrides il y a encore quelques temps, et là ça se développe de plus en plus avec les problèmes de chute de pétrole, de conflits divers. Le problème qui reste et qui est le plus gros problème de 2016 et des années à venir pour l'instant, c'est quand est-ce qu'on aura la révolution de l'énergie, de la batterie, quoi. Parce que pour l'instant, on a des pistes ici et là, mais il n'y a pas d'innovation importante dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, que ce soit du mobile à la bagnole, pour les batteries, c'est le plus gros problème. Ah, tu parles des batteries, on retiendra aussi, on en a fait une news sur IGN, ce petit appareil qui permet de recharger sa manette Xbox One en seulement 60 secondes. Voilà. Et ça, c'est quand même assez pratique. C'est une des pistes, c'est au lieu d'avoir une batterie qui dure très longtemps, c'est les batteries qui se rechargent très vite. Et des fois aussi qui se déchargent très vite. Donc pour l'instant, il n'y a que des pistes comme ça de diverses technologies. On attend qu'il y ait vraiment
le truc qui change, qui révolutionne l'industrie, quoi. Ouais. Et enfin, on notera aussi que Netflix, qui a tenu conférence, a dévoilé son déploiement global. Alors maintenant, Netflix est présent dans plus de 130 pays, dont l'Éthiopie et l'Afghanistan, et même en Antarctique. Alors, Voilà. si les télés ne changent pas énormément, Ouais. on est encore au stade où tout le monde attend de passer à la 4K, et l'industrie voudra bien qu'on passe à la 4K là, en 2016, parce qu'ils en auront le bol. Ils voudraient bien, eux, passer à la 8K. Donc ça avance en 2016, je pense. Mais ce qui change vraiment, c'est effectivement l'utilisation de la télé, comment elle va être... Et de la VOD, des replays, etc. Parce que Sony fait son application pour les films Sony, sur les télés Sony. Il y a la Paramount qui va aussi sortir sa chaîne. Il y a l'Apple TV, il y a plein de L'Apple choses. TV, tout le monde sort sa chaîne. Maintenant, il suffit de... Tous ceux qui créent du contenu télévisuel ou au cinéma veulent sortir leur application, leur chaîne pour avoir leur part du gâteau, quoi. Donc ça va être un vrai bordel à suivre. On espère que 2016 mettra un peu d'ordre dans tout ça. En attendant, nous, on passe tout de suite au petit plus. Le petit plus, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous stimule, alors que ce soit du jeu vidéo, de la série, du film, tout ce qu'on veut. On parlera même de musique dans ce petit plus. Et on va commencer avec toi, Corbier. Alors, 1 ou 2 petits plus? Tu veux que je te dise ce qui me stimule? Oui, absolument. Oui, ça oui, m'intéresse oui. beaucoup. Les sextoys connectés, on en a déjà parlé. Le petit plus. Ouais. C'est Homeland. Homeland, Et d'accord. oui, mon petit plus, c'est la saison de Homeland, la dernière qui vient de se finir. D'accord. Homeland, une série que j'adore. Tu peux resituer un peu l'intrigue pour ceux qui ne connaîtraient pas la série? C'est un agent secret, donc une dame qui est agent secret pour les États-Unis. C'est Claire Dance, je Voilà, crois. Ouais. qui est aussi bipolaire. Donc elle a des accès dépressifs et des accès maniaques, Ouais. et elle doit jongler avec ça. Dans une série qui est déjà très paranoïaque, évidemment, qui est question d'antiterrorisme et ce genre de choses. Donc elle est plus avec ses histoires de cœur, son boulot. Donc c'est vraiment très bien foutu. C'est une série qui arrive à se renouveler chaque saison. Ouais. Et ça, je trouve ça super rare, une série qui perd pas en intérêt au fil des saisons. Qui fait souvent parler aussi, un peu polémique par un sujet évidemment Il traite souvent très sensible. l'actualité de l'année d'avant ou des 6 mois d'avant, donc les scénarios s'écrivent très vite, mais c'est pas pour autant qu'ils sont sans intérêt. Là, le théâtre de la dernière saison, c'est à Berlin, c'est en Allemagne. Et ça change complètement des théâtres d'opération qu'on avait pu voir dans les saisons d'avant. Et ça s'est renouvelé, ça a gardé tout son intérêt, tout son charme. Et franchement, j'ai surkiffé. Très bien, c'est une série qu'on peut voir ou sur Canal+, je crois qu'elle est diffusée la dernière saison, Oui, il faut peut-être encore l'attendre. oui, voilà. Voilà, bon, vous débrouillez pour trouver cette dernière saison de Homeland. Google. Voilà. Erwan, toi, je crois que tu vas nous parler d'un jeu de société. Bah oui, parce que c'était Noël, il y a eu les cadeaux de Noël. Ouais. Et quand on a des enfants, on offre des trucs et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Ouais. Là, pour le coup, j'ai trouvé un jeu de société familial. Ah, en plus, tu peux y jouer. Idéal à 4 personnes. Super. Quel que soit l'âge en fait des enfants. Donc ça marche très bien. Ça s'appelle Blocus. Ouais. C'est un jeu de plateau où on doit placer des petites formes géométriques, enfin qui ressemblent à des pièces Des de formes de Tetris, Tetris, en fait, mais un peu plus complexes. Et il faut toutes les placer ou un maximum sur le plateau. Et il faut qu'elles soient connectées entre elles, mais pas sur les faces, mais sur les coins. Et donc on place comme ça, on avance sur le plateau avec ces pièces et on rencontre bien sûr les autres joueurs. Ouais. Et Les autres vont essayer de nous bloquer. Ils vont essayer de le bloquer et puis on va commencer à se bloquer soi-même. C'est super simple à comprendre. Donc en fait, un enfant de 5 ans peut comprendre le principe très rapidement. Mais il y a quand même des stratégies, des choses à apprendre pour jouer plus en profondeur. Donc c'est très facile pour toute la famille et ça D'accord. marche super bien. Donc c'est Blocus, un jeu de tout ça. Un jeu Ravensburger, pas du tout. Un jeu de quelqu'un. Un jeu de quelqu'un, donc Blocus. Ok. C'est vraiment celui qui a fonctionné le mieux pour moi à Noël. D'accord, bah en jouant à Blocus, peut-être que vous pourrez écouter mon petit plus de cette semaine. C'est le dernier album de David Bowie, tout simplement, qui s'appelle Black Star. David Bowie, c'est un vrai caméléon et avec ce nouvel album, c'est encore le cas. C'est-à-dire que c'est encore très expérimental. Il y a des sons de saxo très bizarres, il y a des musiques un peu cosmiques, mais toujours le truc un peu rassurant auquel on se rattache, c'est la voix de David Bowie qui reste la même à chaque fois, malgré les années. C'est un album qui est assez court, hein, il dure une quarantaine de minutes, il n'y a pas beaucoup de morceaux dessus.
Mais comme d'habitude, c'est excellent et ça s'inscrit dans une carrière qui est quand même assez époustouflante. Il avait sorti le single il y a pas longtemps. Le single, s'écoute depuis un moment. Ouais. Maintenant. Ah, peut-être. Donc s'il l'est, on vous mettra d'ailleurs un petit extrait. On va faire une petite news, je pense, dessus. Ouais, pourquoi pas. Parlons un peu plus de musique sur IGN à l'occasion de la sortie de Black Star, le dernier album de David Bowie. Voilà pour cette émission de la nouvelle année. Je tenais à vous remercier tous les deux et merci beaucoup à Corbier d'avoir été avec nous pour cette émission. Évidemment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site, bien sûr, mais aussi sur le Twitter @IGNFra, sur notre page Facebook. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Salut. À bientôt.